Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, le kiosque, et ces magazines qui analysent l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Actualité oblige. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la sortie médiatique du président national du mouvement de libération du Congo, mais également vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a fait des révélations sur les clans Kabila. Au cours de cette émission, nous allons donc analyser d'une manière spécifique ces déclarations, mais également les différentes réactions constatées ça et là avec nos invités. Et puis, nous allons parler également de l'autorisation de poursuite, une demande du procureur près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, contre le ministre en charge de la justice, Constant Moutamba. Est-ce que les députés nationaux vont-ils accepter que Moutamba soit jugé ou soit poursuivi par la justice? Analyse et commentaires sur votre émission kiosque avec nos invités. D'abord, commençons d'abord à présenter un invité des marques. Il s'agit donc de Gustave Kalenga, ancien directeur général des Canal Kin Télévision, mais également un journaliste des Rémo. Vous êtes le bienvenu sur kiosque. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. En face de Gustave Kalenga, kiosque reçoit Joe Maele, analyste politique. Salut. Bonjour Monsieur Eddy, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. J'ai dit bonjour à mes débatteurs avec qui je vais naviguer dans le monde des idées. Bonjour à tous les compatriotes congolais qui sont partout dans le monde et puis particulièrement ceux qui sont à l'est du pays. Vous savez, actuellement, notre pays est frappé par des atrocités. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui considérées comme ennemis de la République qui ont choisi de faire couler les sangs des Congolais. Nous, étant que patriotes, étant que Congolais, et puis nous réclamons Congolais des pères et des mères, Congolais par le droit du sol et par le droit du sang. Donc, nous avons des pensées envers ces compatriotes qui sont à l'est du pays. Pourquoi pas aussi saluer mon autorité morale, le camarade Yvon Mundadi, président du Congo Mon Héritage qui nous suit. Je pense que, comme j'ai toujours dit, nous serons à la hauteur. Nous allons permettre à ceux qui sont à la maison de pouvoir comprendre les enjeux de l'heure. Et puis, nous allons être des pédagogues. Parce que Kiosque, c'est aussi une émission qui apprend à ceux qui sont à la maison plusieurs choses, qui sont sur les jurons politiques et sur la connaissance universelle. Très bien. À côté de Joe Mwanza, Joe Maele plutôt, Kiosque reçoit Toubi Mwanza, analyste politique. Salut. Salut monsieur le journaliste, c'est ici l'occasion de saluer tous les psychologues, tous ceux qui évoluent dans la psychologie politique, tous ceux qui associent la psychologie clinique à la politique, de suivre cette émission parce que les personnalités politiques, nous venons de découvrir qu'il y a une crise de personnalité dans la prise de parole de certains hommes politiques de la RDC. Oui. Nous avons compris également que le cas de schizophrénie bas record, de troubles comportementaux loge les personnalités politiques, certaines personnalités politiques qui se croient très grands en RDC. Je pense que à travers cette émission, il serait une occasion pour que tous les psychologues congolais s'en rendent compte que oui, l'espace politique est en train d'être occupé par les schizophrènes, ceux qui souffrent de troubles mentaux, mais qui pensent diriger, qui pensent donner des leçons à la République. Moi, je pense qu'il est temps psychopédagogiquement, à travers votre émission, messieurs les journalistes, et qu'on place un mot. Très bien. Pour aider les téléspectateurs. D'abord, commençons avec cette situation d'intolérance, ces braquages des vols d'armée à main armée qui secouent aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Gustave Kalenga, je commence par vous. Comment interprétez-vous ces problèmes? En fait, c'est un problème purement sociologique. C'est un problème qui mène la vie sociale de notre peuple, un peuple qui vit dans la misère. Ça, ce sont des phénomènes qui viennent soutenir une sorte de déliquescence sur le plan de la vie sociale de notre peuple. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un fait nouveau. Oui. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est un fait, même sous d'autres cieux, nous assistons parfois à des braquages
tout à fait des braquages extraordinaires. Mais ici, j'appelle au gouvernement, j'appelle à ceux qui ont le pouvoir de gérer la sécurité des biens et des personnes, de mettre en place des stratégies pour arriver à arrêter cette hémorragie. Vous allez constater que ce ne sont pas des braqueurs professionnels. Parce que les braqueurs professionnels, ils s'attaquent à des grandes institutions financières. Ils s'attaquent à des grands, à des convois, hein, qui amènent des fonds, hein, de part et d'autre dans certaines villes de notre pays. Mais ici, on trouve, ce sont des jeunes gens qui ont des armes, qui vont prendre des petites sommes d'argent, qui vont attaquer des cambistes dans les coins des rues, qui n'ont comme chiffre d'affaires $300, $400. Moi, je crois que ce ne sont pas des braqueurs professionnels, mais ce sont des petits voleurs, des petits bandits de rue qui sont envahis par la misère. Ils veulent résoudre leurs problèmes en mettant la main sur l'argent d'autrui. Le ministre de l'Intérieur, qui est en train de me suivre pour le moment, devra, avec tous ses services, mettre tous les moyens en place afin de sécuriser la population et surtout les institutions financières. J'appelle aussi à la vigilance de notre peuple. L'argent n'aime pas les bruits. Ce n'est pas normal. Sous d'autres cieux, vous sentez, quand vous arrivez en Afrique du Sud, mais c'est difficile de voir les gens qui exposent l'argent sur la place publique. Mais quand vous exposez l'argent, vous attirez qui? Vous appelez qui? Quelqu'un qui a passé toute sa vie, toute sa nuit, toute sa journée dans la misère. Il n'a rien dans sa poche. Mais il te voit, toi, tu places des briques d'argent. Mais tu appelles qui? Vous voyez, moi je crois que dans tout ça, c'est le pouvoir public qui devra organiser, qui devra mettre en place une pédagogie capable de sécuriser tout le monde. Que chacun d'abord se prenne en charge. Ceux-là qui estiment qu'ils peuvent vendre l'argent sur la place publique, mais ils s'exposent. Ils s'exposent par rapport à quoi? Par rapport à cette insécurité alimentaire, cette insécurité sociologique. Dans tout ça, qui incombe la faute, en fait? Non, la faute incombe à tout le monde. Oui. Nous-mêmes qui nous promenons avec l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'on a amené la carte magnétique. Ce n'est pas pour rien qu'on a amené les cartes qu'on doit mettre dans les distributeurs. Ça nous empêche de nous promener avec des billets de banque. Parce que ça attire, hein, des gens qui convoitisent l'argent d'autrui. Moi, je crois aujourd'hui, d'une part, ceux qui se promènent avec l'argent sans prendre toutes les précautions sécuritaires, et de l'autre part, le pouvoir public doit s'organiser pour donner les moyens à nos services de sécurité qui, à travers les patrouilles, arrivent quand même à démanteler tous ces réseaux de mafieux. Très bien. Toubi Mwanza, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre, comme l'a dit Gustave Kalenga, ici, l'impératif de remettre l'ordre pour assurer la sécurité des paisibles citoyens? Oui, monsieur les journalistes, d'autant plus que c'est un mot qui caractérise, qui gangrène la société. Les médecins disent au grand mot, grand remède. Oui. Et nous, psychologues, nous avons identifié ces faits, catégorisé cela dans la catégorie pathologie, troubles de comportement qui touche, qui caractérise un certain groupe de jeunes dans la société. Comme l'a dit M. Gustave, il a évoqué l'effet de la pauvreté. Mais ici, et je voulais ajouter un autre élément, ces troubles se traduisent par la vengeance vis-à-vis de la société. Les jeunes qui se vengent contre la société, malheureusement, en faisant des innocents. Vous vous vengez contre la société. Pourquoi se venger contre la société? Et la situation réelle de la société congolaise, sur le plan socio-économico et tout ça, nous tous la vivons. Donc personne n'a les droits. Personne n'a le droit de se venger contre quiconque. Personne n'a le droit de se venger contre autrui.
Mais malheureusement, c'est ce comportement qui est en train d'être observé dans la société, qui est similaire à ce que les autres appelleraient délinquance juvénile, que les autres ont qualifié de kuluna. Donc, M. Gustave l'a évoqué, et toutes ces pathologies, nous les classons ils se retrouvent dans la même classe. Mais ici, le problème est que quand ça commence à entraîner mort d'homme, Oui. tout ce qui entraîne mort d'homme, perte de vie humaine, vous savez, la vie humaine est sacrée. Mais quand le braqueur tire à bout portant sur autrui et que ça entraîne mort d'homme, là, il faut à l'absolu que la loi intervienne. Et ici, le maître, le protecteur de la loi à la société, c'est la police nationale congolaise. Donc, comme l'a dit M. Gustave, hein, je ne voulais pas évoquer ces mots, mais il est dans le bon, dans le sens qu'il est temps que la police fasse des études minutieuses, approfondies sur l'environnement. Vous savez, messieurs les journalistes, la ville de Kinshasa, ici, dans tous les quartiers, il y a un point chaud. Un point chaud où on trouve des boutiques, où on trouve des opérateurs économiques qu'on appelle cambistes. Et dans chaque point chaud mérite un poste aguerri, vigilant de la police, qui va vigiler dans les quartiers, même dans la commune. Donc il faut que la police renforce la proximité. La police doit renforcer sa proximité avec la population. C'est alors que le gouvernant aura le souffle. Parce qu'il y a une coordination nationale à travers le ministre de l'Intérieur avec la décentralisation, vous avez le gouverneur et le gouvernement provincial avec le ministre provincial. Et là, avec l'arbre généalogique de la gestion sécuritaire, vous avez l'inspecteur provincial de la police. Donc, il y a également dans des communes, donc ça c'est connu. Oui. Mais la pédagogie voudra que tous ceux qui sont concernés par la sécurité mettre leur main dans la pâte pour que la sécurité des opérateurs économiques soit rassurée. Vous savez, messieurs les journalistes, je fréquente l'université parce que je suis doctorant à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de psychologie. Là, j'ai été tiqué une fois, une information en passant. Vous savez que l'université de Kinshasa, c'est presque, ça peut vous prendre, les autres peuvent faire de ça toute une commune, hein, un grand quartier alors. Alors, ce quartier n'est pas bien sécurisé. Le cas de l'UNIKI, bon, je l'ai toujours dit, nous, quand on était enfant, jeune, avant l'obtention des diplômes d'État, même après qu'on ait obtenu le diplôme d'État, nous avons fait l'UNIKI. On habitait le Homme. Moi, ici, j'ai habité le Homme. Oui. Je vous assure, messieurs les journalistes, à l'époque, je vous dis, vers les années 90, l'UNIKI était hautement, bon, en fait, pas hautement sécurisé, mais l'UNIKI était épargné. Mais aujourd'hui, les politiciens se sont arrangés pour envahir l'université. Les politiciens se sont arrangés pour troubler la quiétude des étudiants. De telle sorte que, malheureusement, monsieur les journalistes, l'université n'a pas assez de policiers. Mais bon, quand les bandits armés viennent opérer, ils opèrent sous les regards très faibles de la police universitaire qui n'est pas armée. Et pourtant, je l'ai toujours dit, à côté, il y a un centre nucléaire, le plus grand centre nucléaire de l'Afrique centrale, Kremka, c'est à l'Inuki. Oui. C'est là où vous trouverez un grand nombre de FARDC et la police en train de sécuriser. Mais tout le reste, vous prenez l'intendance, vous passez par la clinique universitaire, plateau de professeurs, mais messieurs les journalistes, là vraiment, je vous dis, honnêtement, messieurs les journalistes, les gangsters peuvent opérer en libre, en une liberté extraordinaire. Avec comme conséquence, il y a des pertes de vies humaines, non, il y a des pertes des objets, et conséquence, ça devient un problème qui inquiète la société. Très bien. Donc voilà pourquoi il faut quand même que l'autorité mette l'accent, décline un regard là-dessus. Jean Mayele, je reviens à vous. Pour ce faire, vous ne voyez pas que le ministre concerné, c'est-à-dire le ministère de la Défense, Justice, mais également de l'Intérieur et Sécurité, devrait plutôt agir
des concerts pour mettre fin à cette flambée des criminalités urbaines qui inquiète la population congolaise. Votre analyse? Exactement, je pense que c'est une question qui cadre avec les attributions du ministère de l'Intérieur qui contrôle la territorialité. Mais je vais adopter quelques concepts utilisés par mes prédécesseurs et puis dans mon argumentaire, parfois je vais aller aussi à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Premier concept, c'est un fait social, très bien. C'est ce que mon co-débatteur, le papa d'enfant, Gustave Kalinga. Monsieur Gustave Kalinga dit. Oui. Exactement, les braquages, c'est un fait social, un fait que nous trouvons pratiquement dans toutes les sociétés, parce qu'il est dit en sociologie que les faits sociaux sont des faits répétitifs. Très bien. La deuxième des choses, il dit que la faute est partagée. Lorsqu'il y a ces genres de braquages, la faute est partagée. Là, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que si nous naviguons dans les fonctions de l'État, Oui. il y a ce qu'on appelle l'État gendarme et ce qu'on appelle l'État patron. Dans sa fonction, lorsque l'État est gendarme, l'État a les attributions et les rôles de pouvoir assurer la quiétude, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens, au travers la police et l'armée. Et lorsqu'on parle de l'État patron, on voit l'État qui est coordonnateur, l'État qui oriente, l'État qui organise la société. Et lorsqu'il dit qu'il faudrait partager les fautes, moi j'ai dit non. Du moment où l'État doit assurer la quiétude des personnes qui habitent dans sa territorialité, cette fonction d'assumer la quiétude ne revient pas aux personnes, mais revient à l'État qui est incarné aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa par le gouverneur, le ministère de l'Intérieur qui est existentiel. Et j'informe à M. Gustave, ce n'est pas seulement les changeurs qui sont braqués. Moi, je suis résident à Lupin. Il y a eu une chambre froide qui venait d'être braquée à Marine. Il y a des shops aujourd'hui qui sont braqués. Donc aujourd'hui, parler des changeurs, c'est minimiser... Mais vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez de l'État. Vous oubliez que cette question a fait l'objet d'un débat au cours du Conseil de ministres où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a hier donné une riposte vigoureuse contre cette recrudescence des braquages. Exactement. En fait. Oui, le président Tshisekedi, visionnaire, président de la République. Ici, nous parlons d'un département qui est géré par une personne. Oui. Alors, le président a le pouvoir de donner des injonctions. Mais il arrive lorsqu'il donne les injonctions, la personne qui doit répertorier ces injonctions au niveau de son département. C'est là où le bas blesse. Le niveau du département, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, outre le ministère de l'Intérieur, vous savez que nous sommes aussi dans la décentralisation. Oui. Il y a chaque entité territoriale qui a son autonomie de gestion organique et tout ce que vous vouliez. Cela aussi montre une crise de l'approche de la politique sécuritaire du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est une entité territoriale décentralisée. Il y a, dans son autonomie organique, il y a une organisation dans tous les niveaux. Le gouverneur, le ministère provincial, qui est aussi un ministère provincial chargé de l'intérieur. Donc je pense aujourd'hui, il faudrait une remise en question de la politique sécuritaire d'abord provinciale, avant d'arriver au niveau national, parce que le ministère de l'Intérieur, c'est du point de vue national. Mais vous oubliez que cette décentralisation dont vous faites allusion implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur le terrain. Mais moi, je pense que la décentralisation, c'est une bonne chose. Parfois, c'est nous qui ne comprenions pas la décentralisation. Les animateurs qui gèrent cette décentralisation, qui sont dans les territoires décentralisés qui ne comprennent pas. Par exemple, aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, nous avons la ville, nous avons les communes, nous avons les quartiers. Oui. Les animateurs de ces différentes territorialités ne parviennent pas à saisir l'opportunité qui se cache derrière cette décentralisation. C'est pourquoi parfois la décentralisation va vers les négatifs. Par exemple, aujourd'hui, nous avions les communes, nous avions les bourgmestres. Si on doit remettre en question sécuritairement aussi, que font les bourgmestres pour assurer la quiétude des personnes et de leurs biens au niveau des municipalités que nous appelons les communes? Vous allez voir que ces personnes sont des fainéants. La plupart des bourgmestres, surtout dans la ville province de Kinshasa, dont je vis, la plupart des bourgmestres de Kinshasa sont des fainéants. Vous leur posez la question, mais je vous dis la vérité, ce sont des fainéants. Vous leur posez la question du planning, de leur gestion,
Ils n'ont pas un planning de leur gestion. Ils viennent là quand ils veulent. Ils arrivent au bureau dans des heures tardives. Et pour eux, ils se contentent des taxes et des impôts qu'on paye. C'est fini, c'est ça leur travail. Mais ils ne savent pas qu'un bourgmestre, c'est la représentativité du président de la République dans sa territorialité. Ils ne le savent pas. Donc, lorsqu'on est bourgmestre, on doit aussi avoir son agenda de gestion dans tous les domaines. Dans le domaine social, économique, parce que c'est une entité territoriale décentralisée. Autonomie organique, autonomie de gestion, autonomie budgétaire. Ils en ont. Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sont en train de faillir à leur mission. Donc ici, moi, je pense que je ne remets pas la faute à la population. Non. Je remets la faute à l'État. À l'État qui est bien identifié. Très bien. L'État bien identifié, premièrement, la ville-province de Kinshasa. Parce que si vous naviguez aussi dans d'autres cieux, ce n'est pas un fait qui est accru dans d'autres cieux. D'autres cieux, ici, je parle dans d'autres provinces de la RDC. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, nous voyons une exagération, une majoration de ces phénomènes-là. Donc, ici, il revient au gouvernorat provincial de pouvoir réadapter leur politique sécuritaire. Le gouvernement provincial, c'est très important de réadapter la politique sécuritaire. Je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, ils doivent là ou les réadapter, mettre en place des décisions qui vont faire à ce qu'on puisse taire d'abord cette accalmie et puis enfin asseoir maintenant cette politique publique. Parce qu'une politique publique, c'est à court, à moyen et à long terme. Très bien. Gustave Kalenga, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé? D'autant plus que la finalité de l'État doit résider par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Bien sûr, l'État, c'est un phénomène... Micro. L'État, c'est un phénomène purement anonyme. Tout le monde est l'État, tout le monde agit au nom de l'État. Mais en ce qui concerne la politique sécurité de notre pays, l'État souffre d'un manque d'un personnel consciencieux pour pouvoir assurer cette sécurité des biens des personnes. Mon frère a dit, dans certains quartiers, il y a des points chauds. Mais ces points chauds doivent être renforcés par des structures des agents de sécurité. Dommage, vous arrivez dans ces points chauds, vous trouvez un sociat avec 4 policiers qui n'ont même pas d'armes. Et quand ils ont des armes, ils n'ont pas de munitions. Quand on leur demande pour intervenir, soit ils sont absents à leur lieu de travail, soit ils sont ivres, soit ils sont quelque part en train, eux aussi, parce qu'eux aussi deviennent des sujets d'insécurité, parce qu'ils sont en train de rançonner les paisibles citoyens. À l'époque, on nous disait, non, ils rançonnent parce qu'ils sont mal payés. Mais aujourd'hui, l'État a pris des responsabilités. En triplant leur salaire. Au-delà de ça, ils restent les mêmes, avec dans leur logique l'esprit de rançonnement. Alors moi, je me pose... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il se pose un problème? Moi, je crois que le problème, il est spirituel, il est biblique. Pourquoi le militaire? Je me suis toujours dit, est-ce que Dieu, le Christ Jésus sur la croix, quand il a pardonné tout le monde, je crois qu'il n'a pas pardonné le militaire. Parce que le militaire, il a frappé Jésus depuis 4 heures du matin, jusqu'à 17 heures, jusqu'à sa croix. Et ce qui est grave, le militaire a même pris l'habit de Jésus. Ils ont même volé sa robe. Donc ils sont maudits. Non, moi je crois. Parce que le militaire, quel que soit son niveau, son grade, il reste militaire. Il est agité à tout moment. Il est prêt à tout prendre. Regardez aujourd'hui dans notre pays, un exemple le plus simple. Un général d'armée, un général qui est dans un pays insolemment riche. Il a beaucoup de biens dans cette ville. Il a des immeubles. Mais on la voit au front. On la voit au front. Avec toute la logistique. Il accepte de se faire corrompre avec une petite somme d'argent par un petit pays pauvre. Je me dis, il y a un problème. Donc, je crois au-delà de ça. L'État prend ses responsabilités, mais nous avons un problème réel
sécurité. Ce personnel, a-t-il été maudit par le Christ sur la croix? Parce que le chemin de la croix, on a vu le militaire jouer son rôle, le rôle nocif. Quand bien même devant Pilate, Pilate constate que Jésus est innocent. Mais, et les militaires, Oui. et la population, ils ont préféré Barabbas Que en Jésus. lieu et place de Jésus. Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la place publique, quand tu vas, tous les Koulouna dans les communes chaudes comme Tchangoula, ils sont comme complices. Les agents de sécurité, Oui. les policiers. Quand on t'arrache ton téléphone, mais le policier là, il connaît la personne qui t'a arraché. Donc c'est pour te dire que le problème, le mal est tellement profond. Oui. L'État doit mettre en place des mécanismes de répression de haut niveau pour arriver pas à nettoyer à 100%, mais quand même à diminuer sensiblement cette agression. Très bien, changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette question qui défraie la chronique. C'est en fait la sortie médiatique du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les clans Kabila. Kabila a une fortune évaluée à 7 milliards de dollars. Joseph Kabila n'est pas congolais, c'est un sujet rwandais. Monsieur Toubi Mwanza, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes? Je disais, quel est cet homme de Bemba Gombo Jean-Pierre que Dieu a donné aux Congolais aujourd'hui pour révéler aux Congolais toutes les vérités cachées? Cachées, oui, mais des fois, ce sont des vérités que tout le monde dise sous les lits. Je ne dirais pas sous les tables. Oui. Sous les lits. Et Bemba, aujourd'hui, Il a divulgué au grand il a éclairé l'opinion. Oui. Aujourd'hui, la vérité est à la portée de tout le monde. Et c'est une lumière. La vérité est une lumière qui bouillonne dans les cerveaux des Congolais aujourd'hui. Mais c'est les journalistes. En quoi la vérité doit choquer? Monsieur le joueur, je voulais donner une révélation ici que les groupes de politiciens qui ont participé à la gestion du Congo pendant 18 ans avec Joseph Kabila, aujourd'hui, ces groupes se révèlent à une bande de schizophrènes paranoïdes politiques. C'est-à-dire? Oui. Qui souffrent de la culpabilité hallucinative. Un groupe qui souffre de la culpabilité hallucinative pour avoir trahi la République démocratique du Congo en tout. Regardez, messieurs les journalistes, Joseph Kabila, un citoyen congolais, a plusieurs passeports. Ses complices, le citoyen congolais, a plusieurs passeports. Quand vous parlez des complices, vous faites allusion à qui, par exemple? Mais ils sont connus. Ils sont connus. Vous savez, monsieur les journalistes, Joseph Kabila, un citoyen congolais, a plusieurs nationalités, a plusieurs passeports. Et les procureurs généraux de la République regardent. Et tout ça, moi je pense que le procureur général de la République, c'est un chasseur des infractions. Quand un citoyen est déclaré, promeneur à plusieurs passeports, à plusieurs identités, a fortiori, un citoyen de ce genre, de cette catégorie, qui se retrouve président de la République pendant 18 ans. Regardez les degrés de la trahison qu'a connue la République démocratique du Congo. Mais les procureurs là, face à cette vérité, tous les juristes qui ont travaillé avec Joseph Kabila s'en foutent, hein? Et ils regardent la vérité, comment le peuple souffre. Mais regardez aujourd'hui, au lieu de se taire, ces schizophrènes, vous savez, ils sont caractérisés par la... Quand Jean-Pierre Bemba apporte la lumière, apporte la vérité fait choc à la culpabilité.
Ça, c'est une matière psychologique dont, c'est comme ça que j'ai dit, cette catégorie de politiciens devait être prise en charge par les psychologues et cliniciens, parce que ce sont des personnalités à problème. Et ils rêvent de revenir au pays pour continuer à trahir le pays. Un groupe de cas pathologiques réunis. Et ils trouvent la joie quand ils tuent les Congolais. Mais quand on leur dit, voilà la situation, ils se disent, non, monsieur. Moi, je pense que il est temps de s'écouter sur le plan de gestion de personnalité. On doit s'occuper maintenant des personnalités individuellement, cliniquement, pour savoir qui est malade mental, parce qu'on doit aussi aider les pays à se débarrasser de cette catégorie de politiciens. Les pays en souffrent. Ni Tété Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, mais c'est les journalistes. Aujourd'hui, les Congolais sont dans la joie d'avoir trouvé la vérité en face. Parce que la vérité qui nous est cachée était un trésor. Mais selon certaines indiscrétions, en fait, Jean-Pierre Bemba dérange la cohésion nationale, la légation. Qu'en dites-vous? Ça, ce sont des revers. Hein. Bon, je ne voulais pas utiliser des qualificatifs en tant que psychologue. Je suis psychologue de formation. Je ne voulais pas qualifier les gens ici. Mais laissez-moi vous dire que tout ce monde-là, tous les Congolais doivent prendre conscience de ce que aujourd'hui l'heure a sonné, l'heure de vérité a sonné. Oui. Ils disent quoi? Les vérités que Bemba annonce dérangent l'opinion. Non, messieurs les journalistes. L'unité du pays. À travers votre émission, Kiosque, merci pour votre invitation, messieurs les journalistes. Laissez-moi vous dire que en Afrique du Sud, il n'y a pas de réconciliation sans vérité en face. Il n'y a pas de réconciliation. Kabila a usurpé la nationalité congolaise. Il a fait ce qu'il a fait au Congo. Il a trahi le Congo. Il a géré le Congo pendant 18 ans. Aujourd'hui, il se retrouve rebelle. Mais ils doivent prendre conscience et demander pardon, messieurs les journalistes. Donc, ils disent quoi? Bemba ne cherche pas la cohésion. Oui. En Afrique du Sud, le Monseigneur Desmond Tutu, quand Monseigneur Desmond Tutu va gérer la commission, les vérités et réconciliation. On n'a pas dit à Peter Botha et à Frédéric Declercq, qui était Frédéric, je vous informe en passant, moi je l'ai vu ici à Kinshasa, à l'époque du maréchal. C'était un petit du maréchal Mobutu. Moi je l'ai vécu ici à Kinshasa, Frédéric Declercq et son vieux Peter Botha. Desmond Tutu leur a dit la vérité. Vous avez tué, vous avez fait ceci, cela, acceptez la réconciliation, demandez pardon. Je vous assure, messieurs les journalistes, il y a des Sud-Africains alors blancs qui pleuraient amèrement pour avoir tué, pour avoir commis des dégâts en Afrique du Sud. C'est partant de cette repentance sincère que l'Afrique du Sud a vécu la réconciliation. Mais messieurs les journalistes, Bemba Gombo Jean-Pierre, le fils de l'homme, le prophète politique, apporte la lumière. Mais quitte à Kabila et à tous ces kabilistes-là de mauvais goût. Mais tous ces kabilistes-là de mauvais goût, mais ils doivent prendre conscience, se repentir de tous ceux des actes, de tous ceux qu'ils ont commis au Congo, messieurs les journalistes. Regardez, Kabila et sa bande livrent le Congo au petit Rwanda. Mais il y a des infractions graves que les gens devaient se repentir. Mais ils cherchent la paix sans la repentance. Mais c'est les journalistes. Mais moi, je suis chrétien catholique quand je pars à l'église. Mais je ne peux pas prier sans passer par la repentance. Mais c'est les journalistes. Vous savez que on ne peut pas se dire la vérité, délivrer le Congo sans la repentance. Regardez. Tous les mots, je dis bien, tous les mots diaboliques, tuerie, massacre, détournement, vol, tout. Kabila l'a fait, sa bande là. Si vous entendez, je vous dis, messieurs les journalistes, toute personne que vous entendez, que votre oreille là attendra que dire, critiquer Jean-Pierre Bemba a mal pour avoir mis la vérité à la portée des Congolais, déconsidère ces messieurs-là. Oui. Je vous dis sincèrement, l'heure a sonné. La vraie réconciliation. Je vais vous donner un exemple clair. Vous voyez ce que fait mon père André Bokundo à DLCC
et Monseigneur Cholet, par exemple, dans les efforts qu'ils font là, Oui. ces efforts-là seront nuls tant que Kabila ne s'est pas encore repenti. Ces efforts-là seront nuls tant que les groupes de Nanga et consorts ne se repentiront pas honnêtement. Vous voulez que Bemba ne parle pas pour qu'on fasse des combines politiques pour que le Congo soit davantage bloqué. Très bien. Laissez-moi vous dire, monsieur le juge, je voulais citer, Chuter. et accordez-moi quelques secondes, Chuter. pour dire tout simplement que le Congo, si on ne saisit pas l'opportunité que Dieu nous a donnée à travers l'intervention de Jean-Pierre Bemba Gombo, aujourd'hui, messieurs les journalistes, aujourd'hui ou jamais. Voilà pourquoi tous ceux qui suivent cette émission doivent le comprendre. Il est temps. Aujourd'hui, on doit s'occuper de ces vérités ou jamais. Très bien. Dieu Maëlé, je reviens à vous. Moi, j'ai dit... Faudra-t-il admettre que le vérité de Jean-Pierre Bemba Gombo dérange aujourd'hui les ennemis du Congo? J'ai dit grand bravo à Jean-Pierre Bemba Gombo, parce que ce qu'il a dit, ce sont des choses que nous disions peut-être dans nos chambres. Ce sont des choses que nous avons eu à faire des recherches très longtemps, des documents cachés qui manifestent, qui authentifient la vraie identité de M. Kabila. Mais parfois, nous avons eu peur de le dire. Je vais vous lire un petit document que j'ai depuis très longtemps. C'est lorsque je faisais... j'étais encore jeune à l'université, je faisais mon TFC. J'ai eu à garder ces documents jalousement. Aujourd'hui, c'est les grands jours. Ces documents étaient écrits par une structure, une ONG qu'on appelle Congo Yetu Initiative. Le titre de ces documents, c'est le plan de balkanisation du Congo-Kinshasa par l'accord global et inclusif. Plan de balkanisation du Congo-Kinshasa par l'accord global et inclusif. Je vais prendre seulement deux petites phrases. Voilà ce qu'il est écrit. À l'exemple de son ascendant de Lusaka, l'accord global et inclusif est élaboré par une équipe de conseillers belges et français et imposé pour signature à la classe politique avec Hippolyte Kanambe, Kazembe, Touale, alias Joseph Kabila, nommément comme président. Celui-ci est plutôt connu comme un mercenaire rwandais, anciennement chauffeur de taxi à Kigoma en Tanzanie et caporal de l'armée patriotique rwandaise. Donc ça dit tout. Ça, c'est un document rédigé en 2003. Et comme Bemba les divulgue C'est un au document Canada, rédigé en 2003. ça devient un problème. Pourquoi? Un document rédigé en 2003. Le prétendu Joseph Kabila, lorsqu'il voulait partir, il nous a dit qu'il est passionné du Congo. Le prétendu passionné du Congo. Monsieur dit, quelqu'un qui est passionné d'une chose, c'est quelqu'un qui est lié par un amour extrême à cette chose. Quand on dit tu es passionné de ta femme, vous êtes passionné du journalisme, même lorsqu'il pleut, vous allez venir. Parce que vous êtes passionné, vous êtes lié à un amour extrême. Mais il a favorisé l'alternance démocratique en République démocratique du Quelle Congo. contradiction. Ça prouve à suffisance qu'il est passionné du Congo. J'arrive. Prenons cette thèse-là, il facilite l'alternance. Oui. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Quelqu'un qui est passionné du Congo va aller rimer avec les ennemis de la République. C'est pas moi qui a dit ça, c'est un média américain qui dit que il y a eu et il y a une forte présence de l'armée rwandaise à l'est du pays. L'armée rwandaise a facilité que plusieurs Congolais soient tués. Monsieur Kabila, qui est passionné de la République démocratique du Congo, est protégé par l'armée rwandaise. Si l'armée rwandaise est hostile à la République démocratique du Congo, or Joseph Kabila pacte avec l'armée rwandaise, donc Joseph Kabila aussi est hostile à la République démocratique du Congo. Nanga est considéré comme un criminel, un barbare, un tueur. Joseph Kabila est en train de ricaner avec Nanga. Joseph Kabila est en train de sympathiser avec Nanga. Une personne qui a tué, une personne qui a violenté, cette personne avec qui aujourd'hui plusieurs personnes pleurent autour du nom de Nanga. Joseph Kabila, qui s'est dit passionné de la République démocratique du Congo, est en train de pacter avec Nanga. Vous avez vu son aspect facial lorsqu'il a eu à faire ses prétendues consultations avec Nanga, en train de ricaner, de rire.
Donc Joseph Kabila. En français, on dit ceci. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Et les consultations, là, il S'il est vous fait plaît. au nom de qui? Attends, que qui? Les Je- caractères officiels aussi. Je vais élaguer, vous voyez pas? je vais élaguer toutes ces choses-là. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Joseph Kabila fréquente Nanga. Nanga est considéré comme un criminel. Joseph Kabila aussi est Criminel. Joseph Kabila fréquente Kagame. Kagame est considéré Le syllogiste. génocidaire. Kabila aussi est génocidaire. Kabila, lorsqu'il arrive à Goma, il oublie que lorsque Nanga est entré, c'est plus de 8000 Congolais qui sont morts. Lorsqu'il atterrit à Goma, Kabila a choisi de cracher, de marcher sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Lorsque M. Bemba cite la Cinco, nous avions entendu ici, c'est pas moi qui a dit ça, je salue même les présidents, Il nous reste une minute. les Hein. présidents de l'RSC, Église du Christ au Congo, Oui. l'archevêque Ejiba. Il dit que Yamate. lorsqu'ils étaient avec d'autres évêques, ils ont dit que tout ce qu'ils faisaient, les pactes sociaux, n'était pas pour Tshisekedi, mais pour celui qui viendra. Oh. Mais oui, c'est pas moi qui l'ai dit, vous ne connaissez pas ça. Tout ce qu'il faisait là, toutes ces consultations, toutes ces démarches qu'il faisait, c'était pas pour le président Tshisekedi, mais pour celui qui viendra. Donc, pour la démarche de la Senko, Oui, mais c'est- également de l'ECC, c'était- il faut Pour une nouvelle celui- gouvernance à la pour tête du celui pays. qui viendra, je me pose une question. Oui. L'ECC est-il la CENI? Parce que nous sommes dans un régime démocratique. Les moyens rotatifs pour accéder au pouvoir, ce n'est que par les élections qui sont temporaires, Oui. après 5 ans. Maintenant, nous sommes en 2025. Pour celui qui viendra, il passera au pouvoir par le pacte social ou par les élections. Parce que si vous utilisez les moyens autres que les élections, nous ne sommes plus en démocratie. Il y a une déviation de la démocratie. Soit on parle de la tyrannie, nous partons dans notre régime politique, les régimes autoritaires, ou d'autres régimes politiques de concentration du pouvoir, ou soit nous partons dans la révolution. Or, la révolution n'est qu'effective par la violence et par les armes. Tant que M. Bemba, ces allégations étaient vraies. Ces allégations étaient vraies. Lorsqu'on parle de M. Katumbi, pourquoi Katumbi a quitté la RDC? Il y a eu une poursuite judiciaire contre Katumbi. Ce sont des questions qu'il faut laisser en suspens. Pourquoi il a quitté la RDC? Qui a interdit à Katumbi de regagner la RDC? Parce que jusqu'à présent, il est autorité morale d'un parti politique. Son parti œuvre en République démocratique du Congo. Et pourquoi il est à l'extérieur du pays? Est-il exilé politique? Qu'il a déclaré exilé politique. Très bien. Chuté? Donc aujourd'hui, Oui. tout ce que Jean-Pierre Bemba a dit, C'est la lorsque vérité. on se sent congolais, automatiquement, ce sont des choses qui se disaient depuis longtemps. Il est venu étaler, puis je dois chuter. Je demande à M. Lusakweno, il faut faire très attention. Aujourd'hui, vous avez la notoriété. Attention, la notoriété peut tourner en désastre. Lorsque on attaque une personne au travers de votre média, vous n'êtes pas la personne attaquée. Oui. Jean-Pierre Bemba, c'est une personnalité politique. Il a cité nommément 3 personnes. Il a cité Lasenko, Katumbi et Kabila. Katumbi et Kabila ont des partis politiques, ils ont des porte-paroles. Lasenko, automatiquement, a, je crois, une cellule de communication. Si on doit démentir ces informations, ce n'est pas à vous de démentir les informations. Au préalable, Oui. si M. Lusakweno voulait être porte-parole de toutes ces personnes que j'ai citées, il n'a pas fallu qu'il invite M. Jean-Pierre Bemba. Il a fallu que lui-même pose ces questions et qu'il commence à enquêter. Ce sont ce qu'on appelle des hypothèses. Très bien. Il pose ces hypothèses de travail avant la communication de Bemba et qu'il vienne nous exposer les résolutions, ou soit les enquêtes ou les vérités sur ces questions posées. Du moment où M. Bemba fait sa communication, vous nous dites que vous alliez faire des enquêtes et vous nous amenez des informations. Donc je comprends qu'aujourd'hui, M. Lusakweno travaille pour 3 structures. Il travaille pour le PPRD, il travaille pour l'ensemble pour la République, et puis il travaille pour la Senko. Donc, nous avons un demi-journaliste et un demi-méchant soutane. Parce que le méchant soutane, c'est le porte-parole de la Senko. Très Or, bien. la Senko, c'est la conférence épiscopale des évêques du Congo. Très bien. Mais Donc, ce qui... Oui, oui. Chuté? je pense aujourd'hui que nous avons un demi-évêque, Monsieur Lusakweno. C'est cool. Donc quelqu'un, donc il faut faire attention.
Il faut faire attention. Très bien. J'ai vraiment du respect pour lui, mais automatiquement, il a tapé à côté dans tout ce qu'il a y à faire. Très bien. Monsieur Kiskap Kalenga, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Joe Maïlé par rapport à Christian Lussacreno. Quelques heures après les déclarations de Jean-Pierre Bemba, les patrons de la radio Top Congo FM, Christian Lussacreno, a apporté des démentis sur plusieurs points abordés par ces derniers. Faudra-t-il admettre que celle-ci remet également sur la lettre la question de l'éthique, du non-respect de l'éthique et de la déontologie journalistique? Merci beaucoup. Oui. Question. Moi, je crois que nous Sakweno, comme les Kamitatou, ce sont des commissionnaires. Et ça relance le débat Oui. dans notre pays. Qui est journaliste Qui ne l'est pas. et qui ne l'est pas. Oui. Notre pays et notre profession journalistique a le malheur d'être envahi par des imposteurs, des gens qui ne maîtrisent pas l'éthique et la déontologie professionnelle. Oui. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Oui. Le journaliste n'est là que comme animateur. Oui. Il est là que comme animateur. Il anime Les débats. les débats. Et ce qui est dit par les invités n'engage que eux. Nous savons à la Éthique. Mais je rentre sur la sortie médiatique. Les Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba accuse 3 personnes. Oui. Joseph Kabila, tu n'es pas congolais, tu es rwandais, tu es un étranger. Et pourquoi ça dérange? La Senko, vous avez préparé le coup d'État contre Félix Tshisekedi. Katumbi, tu y avais Kabila pour déstabiliser le pays. Je rentre dans une déclaration que j'ai lue quand j'avais, je crois, 12 ans. C'est un petit livre, Oui. un livret d'un ancien archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Eugène Kabanga, archevêque à l'époque. Il avait dit ceci, le titre du livre, « Je suis un homme ». Un homme, c'est celui qui a la capacité de dénoncer le mal, d'accuser la contre-vérité. C'est ça un homme. Si tu ne dénonces pas le mal, tu n'es pas un homme. Dans le cas d'espèce, Jean-Pierre Bemba, c'est un homme. Un homme historique. Un homme providentiel. Pourquoi? Il vient de dire tout haut ce qui se disait tout bas. N'oubliez pas que Jean-Pierre était dans l'accord global inclusif. N'oubliez pas que Jean-Pierre était à Sanseti. N'oubliez pas que Jean-Pierre était dans le secret du roi. Donc, il détient des informations que nous, parfois, nous n'avions pas des soubassements historiques. Kabila, on l'accuse. Mais curieusement, ce sont des commissionnaires qui sortent. Ils prennent fait et cause devant un juge. Le juge reçoit l'accusation. Accusé, on dit que tu es rwandais. Kabila doit nous dire aujourd'hui. Il doit sortir de son silence. Est-il rwandais? Oui ou non? Jean-Pierre vient de le dire. Le silence. Mon cher ami, je veux te dire que la Bible est claire. Le décret d'Auguste César dit ceci. Que chacun aille se faire recenser chez lui. Le recensement. Jésus est né dehors, dans une bergerie, parce que Joseph et Marie est obligés de quitter là où ils étaient pour aller se faire recenser chez eux. Kabila chez lui, c'est où? Dans le cas d'espèce, quand tu te sens menacé, tu dis que moi, Kabila, je suis de Ankoro. Oui. Je suis de Malembankuru territoire. Je suis de Olomami comme province. J'appelle mes ancêtres, le chef coutumier, Kasongo Nyavi, Ilunga Mbidi,
tous les chefs coutumiers de Balubakat. Tu les appelles dans ta langue. En Kilbakat. Boulou Kata. Tu parles en Kilbakat, tu appelles tes ancêtres en Kilbakat. Est-ce qu'il connaît même les Lubakat? C'est ça la question. Aujourd'hui, Kabila doit rentrer sur la terre de ses ancêtres, appeler les Balubakat, appeler le chef Ilungambidi, appeler le chef Kayamba. Et je vais te dire une chose. Le président de l'association Boulouba Ibuka Tampe, l'association des Balubakat, c'est le moment pour lui de sortir. Si réellement Kabila est Balubakat, si réellement le chef coutumier reconnaît le sang, reconnaît là où on avait enterré le cordon ombilical de Kabila, il n'a qu'à sortir pour faire déclaration s'il est vraiment chef coutumier. C'est là où la question. Oui. Jean-Pierre, que vous le vouliez ou non, Jean-Pierre a donné une déclaration choc. Kabila ne rentrera plus dans ce pays. Il est allé à Goma parce qu'il est sur la terre de ses ancêtres à quelques 10 kilomètres. La deuxième institution d'être accusée, c'est la Senko. Ici, je suis mal placé. Je suis. Vous parlez des évêques. Les évêques, ce sont nos pères spirituels. Mais nos pères spirituels ont été induits en erreur. Par qui? Par des politiciens véreux, comme l'a dit mon frère. Nos pères, les évêques, nous avons des très bons prêtres. Je dois le dire aujourd'hui. Quand vous regardez Ambongo, cardinal, c'est un très bon prêtre. Quand vous regardez Monseigneur Fulgence Mouté Barchémy de Lumbashi, c'est un très bon prêtre. Mais où est la difficulté? La difficulté se situe au niveau de la jonction de la théologie morale et la philosophie politique. La théologie morale, cette difficulté où on nous dit aujourd'hui que l'Église est au milieu et l'Église doit être du côté des plus faibles. C'est une hérésie théologique très forte. Non! L'Église doit être toujours au milieu du village. Pourquoi? Parce que quand vous êtes faible, vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas les leviers de votre politique. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont la banque centrale, ils ont toutes les structures pour mater les faibles. À ce moment-là, l'Église est du côté des faibles. Et ces mêmes faibles, demain, comme la roue tourne, ces mêmes faibles redeviennent forts. N'est-ce pas? Ceux qui étaient forts redeviennent faibles. Et l'Église reprend les forts d'hier, les vaincus d'hier, qui deviennent... Ça, c'est grave. Et ça, c'est ce paradoxe-là qui crée une sorte... L'Église doit rester au milieu du village. Pourquoi? L'Église doit mettre et les faibles et les forts ensemble, comme berger, comme père, et dire que ceux qui sont forts tendent la main aux faibles. Et ceux qui sont faibles acceptent la main tendue des autres pour qu'on aille de l'avant. On parle de la Senko. Moi, je pose la question, quelle Senko aujourd'hui? Nous avons connu la Senko hier. La Senko d'hier avec les éminents secrétaires généraux. Si vous ne les avez pas connus, je vous cite Oscar Bimouni Kweshi. C'est un prêtre du diocèse de Mweka. Oui. C'était un théologien de libération avec nos amis comme Gustavo Gutiérrez en Argentine. C'était un meilleur secrétaire général qui déjà à son époque, il avait réussi à révoquer ses adjoints pour incompétence. Vous connaissez ces adjoints? Il y avait un prêtre du diocèse de Mbujimaï, Mukendi Placide. Puis moi, il avait révoqué ici à la Senko pour incompétence. Le deuxième secrétaire que Bimouni avait révoqué, vous savez c'était qui? Un prêtre du diocèse d'Inongo, Laurent Mosengo Passigna, abbé. Révoqué. Le deuxième secrétaire général qui a marqué la Senko à l'époque, monsieur l'abbé, Monseigneur Kanyama Vichumbi, c'est un prêtre du diocèse de Goma. Sans oublier Monseigneur, monsieur l'abbé Santédi. Mais Fulgence Moutebaki à Lumbashi, c'était un meilleur secrétaire général. Ce sont des secrétaires généraux qui ont marqué l'Église. Ce sont des secrétaires généraux
avec le président de l'époque, l'évêque de Calémie, d'heureuse mémoire, qui ont marqué la Senghor. Même le maréchal Mobutu, avec le MPR, avait très peur parce qu'il savait concilier la théologie et la philosophie politique et surtout amener le peuple vers la terre promise pour le salut des âmes. Et je suis convaincu aujourd'hui que nos pères, les évêques, doivent se ressaisir de ne pas tomber dans le piège des politiciens. Et on cite Katumbi. Moïse. Vous avez vu comment Matata Pognon a fui. Les gens n'ont jamais su pourquoi Matata a fui. Ce sont des négociations terribles. Matata n'a pas fui pour rien. Parce que les Katangais du diocèse de Sakagne, de Puerto, du côté de Kasenga, avaient déjà préparé un autre dossier. La mort de Katumba Mwangi. Comment Katumba Mwangi est mort? Toi, Matata, tu étais dans l'avion. Il est mort où? Il n'y a pas seulement Matata, Marcel Chichambo. Tous ces gens-là, on demande à Matata comment tu es devenu Premier ministre. Oui. Et l'avion qu'on a affrété appartenait à qui? L'avion appartenait à Katumba Mwangi, à Katumbi Moïse. Donc, toi, Katumbi, tu prends ton avion, tu affrètes, tu donnes ça à des personnes pour une opération floue, l'avion tombe, l'avion disparaît, les pilotes portés disparus, et on voit seulement quelqu'un qui était dans l'avion sortir et devenir Premier ministre. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est Kabila. Kabila. Mes chers frères, j'ai suivi mon frère ici, Olivier Kamitatou. Il dit, Jean-Pierre, ça appartient au passé. Est-ce que lui, Olivier, connaît le combat de Jean-Pierre? Quand Jean-Pierre commence son combat, Olivier était où? Olivier était dans l'histoire des sondages d'opinion avec les journalistes. Il s'est embrouillé dans une opération d'escroquerie des œuvres d'art. Oh, ça c'est Olivier. Olivier. Pour chasser dans cette ville par le procureur Kabinga Luongi. Il s'est caché à Sosimat. Et Papa Jeannot Bemba, d'heureuse mémoire, apprenant la situation, il s'est battu pour qu'on aille le faire sortir et l'évacuer. Les gens se sont battus pour le faire traverser sur le fleuve ici. Destination pour les jeunes de Jean-Pierre. À partir de l'hôtel Marina, c'est lui qui l'a pris de Brazzaville jusqu'en Centrafrique, à Bangui, pour rejoindre Jean-Pierre. Donc, Olivier ne connaît pas le combat de Jean-Pierre. Le combat de Jean-Pierre, c'est quoi? Les gens doivent le savoir aujourd'hui. Vous vous réveillez le matin, l'AFDEL arrive, il chasse tous les Mobutistes. L'AFDEL arrive, il confisque les maisons des Mobutistes. Ils entrent dans les maisons des Mobutistes. Ils transforment les piscines en salle de bain. Vous trouvez dans une maison à ma campagne, Kabila, les Rwandais et les fameux Baswahili. Parce que la Senghor a soulevé la question des Baswahili, la stigmatisation. Je vais arriver là-bas pour chuter. Oui. Et tous ces gens-là, on a arraché leur maison. Jean-Pierre sort. Et les gens de l'Équateur dans cette ville, on les appelle code 032. Donc vous avez fait 32 ans au pouvoir avec un bilan nul. Tous les Bangala ici ont fui les kiosques. Ils ont fui les débits de boissons. Ils sont rentrés dans la clandestinité. Et Jean-Pierre a mené un combat. Et ce combat a permis aux gens de l'Équateur de sortir. C'est comme ça que tout l'Équateur, que vous le vouliez ou non, malgré la présence des petits rois qui se créent dans le sud du Bangui, dans la Chuapa, dans la Mongala, pour essayer d'étouffer les maisons de Jean-Pierre. Jean-Pierre reste l'icône. Jean-Pierre reste le symbole. Jean-Pierre reste le point de référence de tout le peuple Mongala, parce que c'est grâce à Jean-Pierre que les Bangala ont fui le soleil. Oui. Le combat de Jean-Pierre a permis à tous les Bangala, même les Mboutistes, à pouvoir récupérer leur maison. Les gens de l'AFDEL ont créé une nébuleuse au Béma.
Ton fils de bien malaki. Avec à sa tête mon vieux que j'aime bien, le grand avocat, le professeur Nyabirungu. Oui. Tout simplement parce qu'il fallait liquider les maisons de tous les Mobutistes. Dieu merci, Jean-Pierre a pris l'affaire à bras-le-corps. Il est à la 106 au nom de la paix et ça a permis à ce que tous les Mobutistes récupèrent les maisons. Et la dernière en date s'appelle Papa Jonas Mukamba, qui vient de récupérer à peine 25 ans après. C'est grâce au combat de Jean-Pierre. Toutes ces maisons, dont le siège de RTVS, du côté de Kotrakin, du côté de Mama Yemoula, il a récupéré ces maisons 25 ans après. Ça, c'est Kabila. Mes chers frères, nous devons être reconnaissants. Nous devons savoir que aujourd'hui Kabila, c'est un Rwandais. Et le PPRD, là, c'est là où je vais chuter. Oui. Le PPRD a rendu un très mauvais service à Kabila. Ce sont des aventuriers. Un parti politique a pour mission de mettre en place des mécanismes pour la conquête du pouvoir, des mécanismes démocratiques. Aujourd'hui, les gens du PPD sont incapables d'organiser même une marche, d'organiser même une démonstration démocratique sur la place publique. Tous comptaient sur les armes des langues. Ils ne savaient pas que le Congo de Lumumba, le Congo de notre prophète Kimbangu, le Congo est debout. Et vous allez voir la dernière sortie de Fayou. C'est un complot national. Les enfants de ce pays, les enfants qui peuvent se faire recenser chez eux, qui connaissent la terre de leurs ancêtres, Fayoulou, Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Fadji, se sont mis d'accord cette fois-ci pour chasser Kabila. Et Kabila est parti. Et c'est fini. Et quand Martin Fayoulou et son parti politique voient Bemba une posture hostile au dialogue national voulu notamment par la Mouka et d'autres formations politiques, pourquoi Bemba a-t-il peur de ces dialogues en fait? Non, le problème du dialogue, ce n'est pas dire qu'avoir peur ou pas peur. Les politiciens ont toujours plusieurs cartes. Les alliances se font. Et se défendent. Et se font. Oui. Donc de ce côté-là, soyez rassurés. Chaque politicien, il sait comment il vient à la table de négociation. Il n'est pas dit que quand on vient dialoguer, automatiquement, on perd si on a perdu. Oui. Oui, non. Alors, c'est pour vous dire que ça soit Fayoulou, que Oui. ça soit Jean-Pierre, que ça soit Fadji, que ça soit Mouzito et les autres compatriotes, ils ont compris que pendant 18 ans, Edi Kabea, imagine-toi, un enfant de 18 ans aujourd'hui, on vient lui dire que ouais, papa n'a ôté. Maman n'a zemi. Quelle sera la réaction de cet enfant? Quelle sera la réaction de la grande famille? Donc aujourd'hui, Kabila, c'est un imposteur. Et ici, je rappelle à Lusakweno de cesser de jouer ce jeu-là. Le journaliste, il est l'arbitre. Il a écouté Jean-Pierre. Lusakweno, s'il a étudié le journalisme, il doit chercher là où se trouve Kabila. Et demander à Jeannette, on dit que tu es la petite sœur du papa de Kabila. Qu'est-ce que tu en dis? Au lieu de donner la parole aux accusés, Lusakweno, c'est pourquoi nous disons, dans notre métier ici, nous avons du n'importe quoi. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour annoncer à la face de notre pays que bientôt, le recensement de tous les journalistes. Nous allons donner la carte de presse d'ici 4 jours. Là, au niveau de l'UNPC. L'UNPC. Oui. On va dire qui est journaliste et Qui ne l'est pas. Et je lance l'appel à mon frère Darius Kitoka, président de l'UNPC Sud Kivu. Il a adhéré au M23. Il est allé à la formation idéologique. Darius, là où tu as cessé d'être journaliste. Tu ne peux plus engager l'UNPC. Tu t'appelles Darius Kitoka, tu as suivi la formation idéologique du M23, tu es un assassin, tu portes du sang de tous les Congolais qui sont morts. Très bien. Je vais chuter, mon cher ami, par la stigmatisation des tribus. Oui.
Quand vous regardez Tabombe qui dit les Balouba, quand vous regardez Nchole dit les Baswahili, mais lui Nchole oublie que quand les Baswahili ont pris les maisons des gens de l'Équateur en les tassant les 0,32, pourquoi il n'avait pas mis ça dans le rapport des impôts? Monseigneur Mosengo avait dit ceci. Évitons de donner l'occasion aux Kassaïens qu'on ne les aime pas. Les jours ils prendront conscience, même les générations futures, nous allons apprendre des choses. Ce que vous voyez avec les enfants des motos aujourd'hui, la ministre là de l'UDP, c'est quoi? Force du progrès. C'est cette prise de conscience que Monseigneur Mosengo avait annoncé. Très bien. J'ai dit et je vous remercie. Très bien. Monsieur Toubi Mwanza, je reviens à vous. Vous n'avez que 2 minutes pour conclure l'émission. Il y a certaines personnes qui estiment que Jean-Pierre Bemba veut verser de l'essence dans la maison Congo qui est déjà en fait. Qu'en dites-vous? Ce sont des rêveurs. Hein. Ce sont des rêveurs et les Congos ne méritent pas ce genre de personnalité. On doit laisser la RDC aux clairvoyants, citoyens clairvoyants, comme Jean-Pierre Bemba, comme le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous autres. Vous savez, messieurs les journalistes, ce que a fait le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, tout en dénonçant, tout en mettant à la disposition de tout un peuple meurtri, un peuple dont on a manipulé de toutes formes. Aujourd'hui, ce peuple est en train de prendre conscience, messieurs les journalistes. Moi, je pense qu'il y a des gens. En passant à travers les réseaux sociaux, j'identifie Olivier Kamitad. Je vais vous donner une information. J'ai été invité vers fin 2005. J'ai été invité par mon vieux maman, la femme de Solvera, maman Antoinette Mungwa Solvera, paix à son âme, déjà décédée. Cette famille vit au Canada. J'ai été invité à Massina le jour où papa Kamitatu avait rendu Olivier Kamitatu à la famille de Souza. Auprès de mon vieux, Fernari de Souza. La famille de Souza. Massina quartier 3. Massina quartier 3. Oui. J'ai été invité ce jour-là. Moi, Toubi Mwanza, j'ai été invité. Olivier Kamitatu, vraiment. Quel degré d'hallucination causé par la trahison? Et est-ce qu'Olivier Kamitatu peut prendre parole pour glisser un mot contre Jean-Pierre Bemba? C'est fort regrettable, monsieur le journaliste. Vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas de qualificatif, mais je voulais placer un mot par rapport à Francis Kalombo. Oui. Francis Kalombo, je ne sais pas quelle est nullité d'esprit. Je ne sais pas comment il est devenu professeur du... Nous avons souffert des études. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut être ramené au rang du centre de Moïse Katumbi, Francis Kalombo? Sans argent, il va dire quoi? C'est fort regrettable. Mais là ces mots que Francis fasse l'introspection, qu'il recule. Olivier Kamitatu, et Olivier Kamitatu recule. Parce que prochainement, vous voyez, aujourd'hui, je viens d'annoncer, Toubi Mwanza, j'ai été invité. Vous voyez, au nom de l'amitié, du respect que le président Jean-Pierre, la confiance que le président Jean-Pierre Bemba avait d'Olivier Kamitatu. C'est comme ça qu'il y a des choses. Mais aujourd'hui, parce qu'Olivier Kamitatu cherche la tête de Jean-Pierre Bemba, on doit maintenant le cracher des vérités. J'ai été invité. Le jour où papa Kamitatu Massamba avait rendu Olivier Kamitatu à la famille de Souza. J'ai été invité. C'est un étranger. Très bien. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, mon frère m'excuse, je voulais dire tout simplement que Bemba Gombo mérite du respect à la classe politique congolaise. Il est temps, messieurs les jeunes, je vous dis, sous le soleil, il y a des personnalités qui se manifestent après des cinquantenaires, même des siècles.
On doit faire attention avec la présence de cette bénédiction que Dieu a donnée à la RDC aujourd'hui, qui est Jean-Pierre Bemba, à côté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Vous cherchez à assassiner un président qui a été élu distinctivement par 73% des Congolais. Oui. Et vous cherchez à l'assassiner et vous voulez que Jean-Pierre Bemba vous laisse. Ça, c'est impossible. Voilà pourquoi nous, là, nous soutenons, nous rappelons que l'union sacrée est là jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État, mandat prévu par la loi en 2028, je crois, si je ne me trompe pas. Et personne, il n'y a pas de négociation. Mon frère ici, à mes côtés, nous a révélé quelque chose que le pasteur Ejibama Pi avait évoqué. Ils étaient quelque part à la réunion. Ce sont des choses qu'on doit vraiment mettre l'accent. Oui. Abema Ejibama Pi a dit, bon, ils étaient quelque part, les autres vont dire que tout ce qu'ils font là, ils y font en faveur de celui qui viendra après Tshisekedi. Après Tshisekedi quand? À travers des négociations ici. Très bien. Non. Voilà pourquoi ces gens de raisonnement, Oui. nos pères de l'église catholique, ne cherchez pas que la tête de Tshisekedi tombe aujourd'hui. Par contre, prêchez l'évangile pour que tous ceux qui ont volé, pillé le pays, détourné le pays, les étrangers qui nous ont gérés, se répandent pour qu'on se dise des vérités en face. C'est alors que la RDC aura de l'espoir. Joe Maele, certaines personnalités estiment que Jean-Pierre Bemba Gombo n'est qu'un provocateur supplémentaire de mauvais goût à travers ses déclarations. Merci beaucoup. Je ne prends pas part de M. Jean-Pierre Bemba, mais ce que j'aime en Jean-Pierre Bemba et puis tous les politiciens qui sont derrière Félix Tshisekedi, ils ont compris une chose, que lorsque la patrie est menacée, il faut conjuguer autour d'un paradigme. Oui. Le paradigme qui est le président de la République. Le président de la République qui est le représentant des mortels et des immortels. D'où la question de la nation. Aujourd'hui, lorsqu'on se réclame d'être Congolais, automatiquement, nous devons conjuguer autour de Félix Antoine Tshisekedi. Et Jean-Pierre Bemba l'a compris, Fayoulou l'a compris, Yvon Moundadi l'a compris, et tous les compatriotes qui sont avec moi ici l'ont compris. Mais je me pose des questions. Je pense que mes prédécesseurs l'ont dit. Si on doit faire un recensement aujourd'hui, M. Joe Maele va rentrer à Nyoki, chez les Bassakata là-bas. Chez les Bassakata, chez Alingeti, chez Mosengo. C'est toujours au Congo. Et Nyoki se trouve où? C'est ça la question qu'il faut me poser. Oui. Vous me posez, vous êtes originaire d'où? Je suis maternellement chez Monansemi, Manianga. Paternellement, je suis chez Mosengo. Donc si je dois rentrer, soit je dois aller à Mongoluala, soit je vais à Nyoki. Je pose la question. Si vous devez rentrer, vous allez rentrer où? Vous avez la facilité de dire, non? Si le doyen doit rentrer, il va rentrer où? Il a la facilité de parler. Mais si Joseph... Moi, je vais d'abord me cristalliser sur Joseph Kabila. Si Joseph Kabila doit rentrer... Non, il va rentrer où? Je n'ai jamais vu, même Jésus, qui était Dieu, il est né d'une femme. Je n'ai jamais vu des jumeaux naître dans des territorialités différentes. Jésus qui était Dieu, il n'a pas choisi de naître d'une manière extraordinaire. Il est né d'une femme. Très bien. Et Joseph Kabila et Jeannette Kabila sont des jumeaux qui sont nés dans des territorialités. L'autre à Manono, l'autre à Ewabora. C'est par quelle magie? Ici, je vais encore dire une chose. À toutes les familles qui ont perdu les personnes sous Kabila, paix aux âmes d'Aimé Kabila. Paix, plutôt, je commence d'abord, paix à l'âme d'Aimé Kabila, paix à l'âme de Chebea, paix à l'âme de Mamadou Ndala, paix à l'âme du général Baouma, paix à l'âme des étudiants de l'université de Kinshasa. Il y a certains Rodrigue qui ont été tués sous les sols de l'université de Kinshasa. Et je continue d'encourager maman Emi Koutino qui a vécu un calvaire extraordinaire sous le régime Kabila. Paix à l'âme de Kantou Mamanke, bras droit de Joseph Kabila qui a été tué mystérieusement. Paix à l'âme de tous qui sont morts. Aussi Mukendi. Paix à leurs âmes. Vous savez, aujourd'hui, je me suis toujours demandé, hein, posez-nous la question. Mamadou Ndala qui va battre les M23 et Mamadou Ndala qui est tué à Beni, une zone contrôlée par les FARDC, il est tué par quelle magie?
assassiné. Une zone contrôlée par les FARDC. Même Maman Ndela est assassiné dans cette zone-là. Ça, c'est sous les règnes de Tshisekedi, non? Non, c'est oui. Maman Ndela est assassiné sous les règnes de Tshisekedi. Kabila. Moi, je dirais à la 5 aujourd'hui, c'est pourquoi, à un moment, Thomas d'Aquin disait que les prêtres s'occupent de sort des âmes et les politiques s'occupent de la gestion de la chose publique. Parce que c'est une zone de turbulence. L'église ne doit pas être une portion, ne doit pas avoir une partialité. Vous avez déjà vu Cholet parler de la gestion des Kabila. Cholet parler de la gestion des Kabila. Vous avez déjà vu Cholet compatir avec les familles qui ont perdu des personnes sous les règnes de Kabila. Cholet était un opposant de Kabila et était un opposant de Tshisekedi. Parce que Cholet ne fait que critiquer la gestion de M. Tshisekedi. Oui. Donc aujourd'hui, tout ce que M. Bemba a dit, ce sont des réalités. Mais moi je trouve que ces réalités sont tellement vraies que ça frappe pour certaines personnes. Lorsqu'on se dit Congolais, lorsqu'on se dit Congolais, automatiquement, on doit se cristalliser sur le sort de Kabila. Très bien. C'est le sort de Kabila qui nous intéresse aujourd'hui. Je demande à Olivier Kamitatou, je vous pose la question à tous les Congolais. Kamitatou Massamba avait quelle couleur? Était de quelle peau? La maman d'Olivier Kamitatou était de quelle peau? Dites-moi, vous qui faites la médecine, des peaux qui sont de la même couleur peuvent engendrer une couleur contraire. C'est la question que moi je veux poser à ceux qui font la médecine. Le mixage en fait. C'est par quel gène? Moi je suis noir, l'autre est noir, il va engendrer un métis. C'est par quel... En tout cas c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Vous voyez, aujourd'hui, normalement, on doit aussi parfois devenir comme les Sud-Africains. Les Congo appartiennent aux Congolais. C'est pas un Indien, un Indo-Pakistanais, un lusophone. C'est pas, je ne sais pas, quelqu'un qui est de l'Afrique de l'Ouest, quelqu'un qui est espagnol, qui va venir se prévaloir ici. Nous vous permettons de faire le business, oui. Nous vous permettons de vendre l'essence, oui. Mais lorsqu'il faut parler des postes qui sont très stratégiques, comme celui du président de la République, attention, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, au moins nous connaissons chez eux. Très bien. Félix-Antoine Tshisekedi, nous connaissons là où il a grandi. Qu'il soit moins rentable ou non rentable, nous connaissons l'école là où il a étudié. Très bien. Et lorsque nous faisons un documentaire, si on doit faire un documentaire sur Tshisekedi, il y aura des lieux et des traces. Et si on doit faire un documentaire sur Kabila, dites-moi, qui connaît l'ami des bancs? L'ami qui a partagé un banc avec Kabila. Même dans une seule classe, je lance un défi. Kabila a fait première primaire jusqu'en 6e des humanités. Est-ce qu'il connaît un ami de l'école de Kabila? En tout cas, c'est la fin. 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 Bon, on va encore aller plus loin. Il semblerait qu'il avait commencé l'université en Tanzanie. Il semblerait. Est-ce qu'on peut connaître un ami, un Tanzanien même, qui a fait l'université, demi-université de Kabila? Et c'est ce monsieur qui va nous dire qu'il j'ai la passion de la République. Lui, il est plus passionné que... Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on doit compter les personnes qui ont marqué l'histoire, on compte Bemba Saolona, grand entrepreneur de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle de Musée Laurent Désiré Kabila, on voit le début de la crise de l'Est du pays. Les deux personnes n'ont pas... Mais je vous dis la vérité. Ici, vous parlez à un politologue de formation. Quelqu'un qui maîtrise les méandres de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais vu où le père de Jean-Pierre Bemba a tué. Or, on dit, lorsqu'on cite les noms de Musée et de Bemba Saolona, on les cite d'une manière positive et négative. Pour Bemba, on dit, si on avait des personnes comme Bemba, des entrepreneurs comme Bemba, l'économie de la RDC allait majorer. Voilà comment on cite Bemba. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Est, hey, Musée. Tout ce malheur que nous avions, c'est Musée. Très bien. Vous avez déjà vu ces gens d'atrocités? Non, aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes de couleur politique aujourd'hui. Nous parlons en termes de nationalité. Oui. Vous comprenez? Nous parlons en termes d'identité. Moi, je suis Moussakata par mon père. Personne ne va m'enlever ça. Je suis Manianga par ma mère. Personne ne va m'enlever ça. Demandez à Kabila, il est de quelle nationalité? Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre... C'est un débat oulé, hein? Un débat qui a connu la participation de Gustave Kalenga,
Toubi Mwanza, mais également Joe Maele. Je crois qu'on doit aussi faire un clin d'œil à un frère, confrère Jean Médard Liosso, qui est DGA de l'Agence congolaise des presses, qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais également la solidarité oblige. Notre confrère Mouya de Molière Télévision, surnommé Kila Fouengue, est arrêté arbitrairement pour avoir dénoncé la mauvaise assistance des obsèques des 5 enfants qui étaient morts à Kingasani. Il est enlevé et arrivé au parquet des Kalamou. Les plaignants, c'est l'actuel député national, ancien directeur des cabinets de Gentini, Ngobila Freddy Bonzeke, qui est élu de la circonscription électorale de Mouchi. Donc nous devons assister notre confrère qui est actuellement en difficulté. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique composée de Doudou Montieri, Bruno Nzinga, Moro Djambe et Kissa Banjolo, mais également l'équipe rédactionnelle. En leur nom, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est donc pris à 18h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. La rediffusion. Oui.